Alors, qu'est-ce que ça prend pour mobiliser les gens au travail? Une table de ping-pong, une table de baby-foot, des chaises à massage, des collations santé, un comptoir de crème glacée, non, une patinoire, des glissades d'eau, un gym avec l'homme fort Hugo Girard, des cours de cuisine avec Ricardo, des tours de soucoupe volante avec Raël. Moi, dans mon cas, ce qui me mobilisait, c'était la mission qu'on s'était donnée, contribuer à la croissance personnelle des gens et au rayonnement de la culture. Oui, on imprimait des magazines pour adultes. Je peux vous dire qu'il y avait des posters partout dans l'usine et c'était pas juste des affiches de chatons. C'est drôle parce que j'ai jamais eu autant d'amis, je pense, qui s'intéressaient à ce que je faisais dans la vie. Mais je suis conscient que c'est pas tous les environnements de travail qui sont stimulants comme ça et c'est pour ça qu'on a parfois des jeunes qui se filment en train de s'emmerder au travail et de publier ça sur les médias sociaux avec des mots-clics comme Bare Minimum Monday, Lazy Girl Job, Bored at Work ou Snail Girl. Qui m'a déjà vu en conférence ici, juste écrire oui ou non dans la boîte de conversation. Alors, quelques oui. Chloé, David, Kim. Ah, Véronique, première fois. Tania, oui. Luc, oui. Donc, je ne ferai pas une longue introduction. La plupart des gens me connaissaient déjà. Je suis conférencier international. J'ai donné des conférences à Marrakech, Riviera Maya, Maniwaki. Et depuis maintenant 16 ans, je me spécialise à aider les gestionnaires qui veulent attirer, mobiliser et fidéliser plus d'employés. Donc, d'ici 12h30, au programme, on va voir mieux aligner nos actions à nos valeurs communes, comment on peut maximiser la reconnaissance proactive et adapter la rétroaction aux différences et aux circonstances. C'est les thèmes qui ont été choisis lors d'un vote qu'on a fait sur LinkedIn auquel probablement plusieurs d'entre vous avez participé. Donc, pourquoi je parle de l'employé roi? En fait, il y a un acronyme, un jeu de mots un peu avec l'acronyme ROI qui est Return on Investment. Donc, les gens veulent maximiser leur retour sur leur engagement au travail. Et aussi, évidemment, l'employé roi, dans le sens placer l'employé au cœur de nos priorités. En fait, c'est un peu comme si l'employé devenait le héros de son aventure professionnelle. Donc, le modèle, c'est la quête du héros et de l'héroïne que vous avez déjà vu dans probablement plusieurs films ou plusieurs livres. Et on s'inspire de ces étapes-là. En fait, on appelle ça les 5 piliers de l'engagement pour bâtir l'aventure professionnelle de nos employés. Donc, le premier pilier, c'est la situation initiale. On a des gens qui nous arrivent avec des attentes, des valeurs et des compétences qu'ils veulent mettre à contribution. Et vous, comme gestionnaire et comme organisation, vous avez des choses aussi que vous pouvez offrir et proposer à ces gens-là. Donc, c'est l'espèce de situation initiale au début de l'histoire. Ensuite, ben, notre héros va se faire proposer une aventure. Donc, on va lui proposer une vision, une mission. Et ça ne sera pas seulement la destination, mais aussi un peu la manière dont les gens vont pouvoir s'y rendre. Le troisième pilier, c'est celui de l'action. Donc, à partir de ce moment-là, notre personnage va vivre différentes péripéties, il va avoir des petites réussites, des petits échecs, bref, des situations qui vont l'aider à grandir et à cheminer tranquillement vers euh, l'atteinte d'un de ses objectifs. Donc, l'appréciation qui est la reconnaissance d'un objectif atteint ou d'une étape franchie. Et à la fin de l'histoire, évidemment, c'est ils vécurent heureux et eurent plusieurs enfants. Donc, c'est ce qu'on appelle l'aspiration, c'est-à-dire que notre héros devient finalement la meilleure version de lui-même. Alors aujourd'hui, selon les thèmes qui ont été choisis, on va se concentrer surtout sur la vision, l'action et l'appréciation. Alors, quand on parle des valeurs, pourquoi les valeurs, c'est si important? Ben, c'est parce que ça nous aide à gérer la complexité, puis on sait qu'il y a des choses qui changent de plus en plus rapidement. Et donc, la beauté avec les valeurs, c'est que ça va fournir un espèce de cadre qui va renforcer la cohésion au sein des membres de l'équipe. Parce qu'évidemment, chacun, on a nos propres valeurs personnelles, mais on veut avoir une certaine cohésion. Et aussi, ça va donner du sens à ce qu'on fait. Parce que l'objectif, évidemment, c'est pas d'enfermer les personnes dans des petites boîtes parce qu'on sait bien que ça n'existe pas des procédures qui vont couvrir toutes les situations, il y a des imprévus. Donc, ce qu'on veut, c'est que les gens soient créatifs, soient innovants, qu'ils sortent de la boîte, think out of the box, comme on dit. Mais évidemment, on ne veut pas qu'ils se ramassent n'importe où à l'extérieur de l'écran. Donc, on veut qu'ils soient quand même dans un espèce de canal, un tableau commun à partir des valeurs qui sont partagées entre nous tous.
Et les valeurs, comme on le sait, hein, c'est comme les enfants, les nôtres sont toujours extraordinaires. Donc, on ne veut pas forcer des valeurs auprès des gens. Et l'idée, c'est vraiment de faire l'inventaire des valeurs des membres de vos équipes. Donc, on part vraiment de ce que les gens sont. Et l'idée, c'est qu'à partir de là, on va pouvoir aller chercher quelques informations sur c'est quoi qui pourrait mobiliser les gens plus dans un environnement de travail. Alors, par exemple, si on prend les trois valeurs qui sont autonomie, collaboration et honnêteté, qui en passant sont les trois valeurs qui reviennent le plus souvent selon le test Enviable qu'on a fait auprès de 3000 personnes, 3800 personnes. Donc, si on prend de l'autonomie, qu'est-ce que ça nous donne comme information? Un employé qui nous dit qu'une de ses valeurs importantes, c'est l'autonomie. Bien, peut-être que ça veut dire que c'est quelqu'un qui aime ça être en contrôle, qui aime ça avoir de la latitude. Si c'est collaboration qui est une de ses valeurs importantes, ben, peut-être que ça veut dire que c'est quelqu'un qui aime ça avoir de l'aide ou qui aime ça proposer son aide aux autres ou d'avoir des possibilités d'échanger sur les meilleures pratiques. Et si c'est l'honnêteté, par exemple, ben, c'est peut-être quelqu'un qui aime ça se faire dire les vraies choses, qui aime la transparence et l'authenticité. Donc, simplement, ces petits mots-là, ces petites valeurs-là qui définissent notre employé héros, ben, vont nous aider à cerner un peu plus ses attentes pour qu'on puisse le faire évoluer finalement dans son aventure professionnelle, dans la direction qu'il veut aller. Et une fois qu'on a fait l'inventaire des valeurs, ben, on va voir lesquelles qui reviennent le plus souvent. Parce que comme je le disais tantôt, on ne veut pas forcer des valeurs, on va accepter les gens comme ils sont. On n'est pas là pour s'immiscer dans leur vie personnelle, puisque les valeurs, souvent, ça vient de l'éducation qu'ils ont reçue de leurs parents et tout ça. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est faire l'inventaire et dire, ben voici les valeurs qui reviennent le plus souvent au sein de notre groupe. Et donc, mes attentes comme gestionnaire et les attentes de tes collègues aussi, c'est que tes comportements, quand tu es ici avec nous, soient en lien avec ces valeurs-là qu'on partage en grande majorité. Et encore une fois, ben, l'idée, c'est de prendre ces petits mots-là et d'essayer de comprendre c'est quoi le comportement qu'on veut voir associé à ces valeurs-là. Parce qu'évidemment, chacun a sa définition du respect. Même chose pour honnêteté, ouverture. Donc, l'idée, c'est de se dire ben, comment on peut prendre ces valeurs-là et les transposer dans un comportement spécifique qu'on va pouvoir encourager, reconnaître et sanctionner à la limite si ce n'est pas présent. Alors, prenons l'exemple du dépassement. Ça pourrait vouloir dire, par exemple, que ça veut dire faire de son mieux. Si on dit qu'une de nos valeurs en commun, c'est la responsabilité, bien, peut-être qu'on pourrait mettre ça plus concret en disant que ça veut dire respecter ses engagements. Ça pourrait être aussi la valeur du respect, par exemple. Et si la valeur commune qu'on a, c'est reconnaissance, bien, le comportement qu'on voudrait peut-être voir, c'est apprécier les autres. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre le mot, la valeur, et de définir ensemble qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cette valeur-là, au quotidien, pour finalement orienter les actions de l'ensemble du groupe. Alors, je vous rappelle que si vous avez des questions, des commentaires, vous ne gênez pas à utiliser la boîte de clavardage. Elle est juste à côté de moi, donc je jette un coup d'œil de temps en temps. C'est le moyen qu'on utilise pour échanger ensemble. Je vais probablement garder un peu de temps à la fin pour des questions, mais sinon, je préfère les prendre au fur et à mesure qu'on avance. Alors, qu'est-ce qui vient en premier, hein? La poule ou l'œuf, c'est le fameux dilemme. Et je vous parle de ça parce que, en termes de reconnaissance, souvent, c'est le même concept. C'est-à-dire que est-ce qu'on doit attendre que la personne fasse un bon geste pour le reconnaître ou est-ce qu'on est capable d'offrir de la reconnaissance proactive qui amènerait la personne à poser des bons gestes? Parce que parfois, on regarde les comportements des gens et quand ça donne un résultat, évidemment, on offre de la reconnaissance. Mais si on attend toujours le résultat, bien, on risque de passer à côté d'opportunités parce que c'est pas vrai que tout ce qu'on fait donne des résultats. Parfois, pour des situations inexpliquées ou qui ne sont pas sous notre contrôle, ben, ça ne fonctionne pas. Donc, si je concentre mon attention, pas juste sur les résultats, mais aussi sur les moyens ou sur les efforts. Exemple, l'équipe a fait des réunions, ils ont fait du brainstorming, ils ont trouvé des idées innovatrices. Donc, hey, bravo la gang, c'était super original. Cette valeur, ça n'a pas fonctionné cette fois-ci, mais je vous félicite parce que c'était vraiment très, très innovant ce que vous avez trouvé. Et aussi reconnaître les personnes. Donc, pas juste ce que les gens font, mais ce que les gens sont, en leur offrant de l'autonomie, de la reconnaissance, en les faisant participer dans les décisions. Bref, ce qu'on veut, c'est que la reconnaissance ne soit pas une fin en soi, mais un moyen, un levier. Donc, pas juste se concentrer sur les actions passées, mais aussi influencer les actions futures. Donc, si mon attention est sur les moyens, les efforts et sur les personnes,
les comportements vont se multiplier et en conséquence, les résultats devraient l'être aussi. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance proactive. Et vous avez vu que le mot valeur dans le haut de l'écran, donc tout ça finalement est cadré autour des comportements qu'on a identifiés un peu plus tôt. Ça vient de Achievers Workforce Institute. Ça a été publié en 2023. L'engagement varie selon la fréquence de la reconnaissance. Donc, selon, ça a été mesuré dans plusieurs entreprises, s'il y a un niveau, une reconnaissance en fait, qui est absente, le niveau d'engagement des employés est à 13 et on voit qu'avec une reconnaissance qui est annuelle, on monte à 20, trimestriel 25, mensuel 34 et hebdomadaire 62. Donc, évidemment, la fréquence de la reconnaissance va augmenter le niveau d'engagement des gens. Alors, quelques trucs pour en faire plus, des coups de 2 par 4. Alors, c'est quoi un coup de 2 par 4? Quand l'employé reçoit un coup de 2 par 4, il s'en rappelle. Donc, le coup de 2 par 4, c'est quoi? C'est que vous allez choisir deux comportements et votre mission, c'est de prendre en flagrant délit au moins 4 personnes en train de faire ce bon geste-là durant une semaine, un mois ou peu importe l'intervalle que vous choisissez. Parce que vos employés font probablement beaucoup de bonnes actions et parfois ça passe sous notre radar parce qu'on a beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à s'occuper. Donc, si on concentre son attention sur deux choses, deux comportements spécifiques qui sont en lien avec les valeurs qu'on a identifiées plus tôt, ben, on va les voir plus souvent et donc on va se mettre à les reconnaître plus souvent. Et les autres vont se mettre à le faire plus souvent aussi parce qu'ils vont se dire, ah, ça a l'air, c'est ça la saveur du mois, donc ils vont se mettre à le faire eux aussi. Les cerveaux, hein, c'est comme les cœurs, ils vont là, ils sont les plus appréciés. C'est Robert McNamara qui nous disait ça. C'est l'ancien secrétaire d'État à la Défense américaine, ancien président de la Banque mondiale et ancien président de Ford. Donc, les cerveaux, comme les cœurs, vont aller là, ils sont les plus appréciés. Donc, si votre attention est dans une direction, les gens vont vouloir en faire plus de ça pour être davantage reconnus. Une autre stratégie, ça pourrait être, par exemple, à chaque réunion, de faire la petite minute de reconnaissance. Donc, à tour de rôle, on demande aux gens de l'équipe de dire à un de leurs collègues quelque chose qu'ils apprécient particulièrement chez cette personne-là. Et vous n'êtes pas obligé toujours donc de faire la reconnaissance. Ça peut venir de différentes sources. Vous pourriez même, à la limite, jumeler les gens deux par deux et leur proposer de s'offrir mutuellement de la reconnaissance en s'inspirant du principe des 3 C, qui est à dire commencer, cesser et continuer. Donc, c'est un feedback qui se fait en moins de 3 minutes. J'aimerais que tu commences à faire ça, j'aimerais que tu cesses de faire ça et j'aimerais que tu continues de faire ça. Donc, les 3 C, commencer, cesser et continuer, de part et d'autre. L'engagement varie aussi selon la capacité du gestionnaire à reconnaître. Parce que là, on a parlé de la fréquence, mais il ne faut pas faire ça n'importe comment, évidemment. Donc, ça vient d'un article qui a été publié en 2022 qui nous montre, en fait, il a fait un espèce d'inventaire de plusieurs entreprises dans lesquelles les gestionnaires avaient été évalués selon leur capacité à reconnaître. Et parmi les 10 des gestionnaires qui étaient le moins habiles, le niveau d'engagement des employés avait été mesuré à 27. Et parmi les 10 des gestionnaires les plus habiles à reconnaître, le niveau d'engagement était mesuré à 70. Donc, oui, souvent, mais pas n'importe comment. Et c'est souvent ce qui freine les gestionnaires. Parce que là, on se dit, ben, si je dis tout le temps qu'il est beau, qu'elle est fine, qu'elle est bonne, bien là, ça va donner le principe de l'enfant gâté, il va toujours en vouloir plus. Donc, c'est bien important de doser le niveau d'intensité de la reconnaissance et aussi de varier les formes. Parce qu'on veut, c'est surprendre, mais évidemment, tout en étant perspicace là, et consistant dans ce qu'on fait. Parfois, on a peur de faire la reconnaissance parce que ça peut créer de la jalousie dans l'équipe, hein. Et donc, c'est important que la reconnaissance soit le plus spécifique possible, le plus justifié, le plus précise. Et peut-être aussi, une autre stratégie, ça serait d'offrir de la reconnaissance sur des objectifs qui sont plus collectifs ou des comportements collectifs plutôt que des comportements individuels. Donc, on va encourager évidemment la collaboration plus que la compétition. L'autre chose que ça peut faire aussi, c'est que ça peut provoquer de la gêne. Il n'est pas, c'est pas tout le monde qui aime ça être sous le spotlight devant tout le monde et être nommé l'employé du mois. Donc, parfois, ça crée de la gêne, ça crée un malaise. Donc, l'idée, c'est peut-être d'offrir la reconnaissance en privé plutôt qu'en public avec ces gens-là, ou encore le faire de façon peut-être plus informelle qu'officielle.
Alors, ce qu'on veut, c'est pas taper sur le doigt de la personne, dire: «Tu pas fait ça, quand est-ce que tu vas me le faire?» C'est plus de dire: «Ben, je suis disponible si tu as besoin de mon aide, qu'est-ce que je peux faire pour t'accompagner là-dedans?» Une stratégie qui fonctionne super bien, c'est les conversations régulières. Parce que comme notre artiste du cirque ici, si vous ne touchez pas régulièrement aux assiettes, ben, vous risquez d'en échapper. Donc, le mot-clé ici, c'est vraiment régulière, hein, c'est un peu comme le brossage de dents. C'est mieux de le faire régulièrement que juste comme il faut, juste une fois par année, hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait durant ces conversations régulières-là? Ben, c'est une discussion de 10-15 minutes avec chaque personne et on demande comment ça va sur une échelle de 1 à 10. C'est quoi ton plan de match pour la semaine prochaine? C'est quoi les défis auxquels tu fais face? C'est quoi les solutions que tu envisages? Qu'est-ce que je peux faire ou arrêter de faire pour te faciliter la vie? Ou encore, quand aurais-tu voulu que je sois plus ou moins présent? Si vous gérez des gens à distance, ça peut être aussi d'avoir une plage horaire où vous êtes en mesure de vous libérer pour répondre à des textos. Donc, exemple, à tous les jours de 11 heures à midi, les gens peuvent vous envoyer un petit message texte que vous allez répondre rapidement ou encore créer des plages horaires de 15 minutes que les gens peuvent vous réserver sur différentes de plateformes comme Calendly, entre autres, pour vous réserver une plage horaire parce que parfois, avec la distance, avoir des conversations régulières, c'est peut-être plus difficile. Quel chiffre voyez-vous ici? Je vous laisse l'écrire dans la boîte de clavardage. Alors, Chantal voit un 3, Véronique aussi. Chania voit un 8. Faisant pas Chania, tu ne seras pas la seule. Il y a des gens aussi voient 8, mais souvent, les gens voient 3. Et je vous pose la question, puis je vous le montre parce que... Ah, Véronique voit les deux. Non, tu vois, c'est bon. Moi, je suis daltonien, donc je vois juste des points de couleur. Là, je vais me fier à vous autres. Mais on me dit que c'est souvent 3. Et je vous montre ça parce que finalement, notre perception, notre feedback est tout le temps biaisé par ce qu'on voit. Donc, il y a des biais qui viennent influencer ce qu'on voit. Et donc, il y a toujours trois côtés. En fait, à une médaille, il y a ma perception, il y a la perception de l'autre. Et entre les deux, il y a la vérité. Donc, selon ce qu'on voit et ce qu'on veut reconnaître, ben, on va être évidemment influencé par différentes façons. Donc, l'idée, c'est vraiment de ne pas pointer du doigt les gens en leur disant: «Tu n'as pas fait ça comme il faut». C'est pas non plus de faire semblant que tout est correct parce qu'on se dit: «Bon, on est biaisé, puis là, on ne veut pas faire de chicane». C'est plutôt de dire: «Ben, voici ce que je vois. Dis-le-moi si j'ai tort, puis sinon, j'espère que ça t'aide à corriger la situation». Alors, supposons qu'on a deux employés qui font un feedback mutuel. Ben, l'un pourrait dire à l'autre: «Écoute, voici ce que je vois, c'est ma perception. Dis-le-moi si j'ai tort, je vais avoir ton côté de la médaille. Puis sinon, ben, j'espère que ça t'aide à corriger la situation». L'impact aux employés, l'impact du soutien aux employés de première ligne est super important et souvent ça a été négligé, puis ça a été soulevé par, le rapport mondial sur la culture, 2024 que aussi Tanner a publié. Parce que les gens de première ligne, on a l'impression qu'ils font rien d'extraordinaire, dans le sens que c'est une job, peut-être répétitive, puis ils n'ont pas la chance peut-être de se démarquer tant que ça et des fois ça passe sous notre radar. Donc eux, ils sont intéressés à ce sujet-là et ce qu'ils ont remarqué, c'est que quand on offre davantage de reconnaissance aux employés de première ligne, ben, la satisfaction au travail est multipliée par 5, le sentiment d'appartenance par 6 et l'engagement par 7. Donc, de peut-être se rappeler que les gens de première ligne ont aussi besoin de reconnaissance, puis peut-être que ça pop moins finalement sur notre écran radar que pour les autres. Alors, si je vous parle de Batman, à qui vous pensez? Vous pouvez me l'écrire dans la boîte de conversation. Chania dit Ben Affleck. On vient de distraire un paquet de monde. Bon, on parle de super-héros. Qui l'accompagne? Qui est dans l'ombre à côté? Bravo, Marie-Josée, Chania et d'autres personnes dont le nom n'est pas écrit ont la bonne réponse, c'est Robin. Si je vous parle de Nemo maintenant, on va changer de génération, peut-être qu'il y en a, ça va être plus facile. Alors oui, on a Véronique qui nous dit Doris, c'est Marie-Josée et d'autres unknown users. Même chose pour Chantal, bonne réponse. Et la prochaine est peut-être un peu plus difficile. Si je vous parle de Frodo,
Alors, plein de héros, d'histoires. Oh, Chloé, bravo, ouais. Sam Gangi. C'est rare que j'ai même le nom de famille. Véronique a ce petit bonhomme, ouais. Ils sont plusieurs petits dans la famille. Effectivement, c'est Sam. Et je vous montre ça parce que quand on parle de l'aventure professionnelle de notre employé héros, ben, il y a toujours un compagnon dans les histoires, finalement, qui va accompagner notre héros, un espèce de mentor, quelqu'un qui va aider la personne à garder confiance en elle, à découvrir ses forces, puis à la faire cheminer, puis à la faire questionner. Donc, évidemment, dans les organisations, ben, le gestionnaire ou la personne aux ressources humaines ou même un collègue peut être appelé à jouer à ce rôle-là de compagnon pour aider la personne dans son aventure professionnelle. Donc, c'est pour ça que je vous parle des différents héros et de leurs compagnons. Et ça m'amène avec le dernier concept qui est celui du guide d'encadrement. Et puis après ça, on va pouvoir passer aux questions que vous pourrez m'écrire dans bord de conversation. Donc, le guide d'encadrement, ce que c'est, en fait, c'est un rappel que oui, c'est permis d'avoir des attentes et on peut aussi être empathique tout en ayant des attentes. Parce que si, d'abord, on n'a aucune attente et qu'on a zéro empathie, ben, c'est ce qu'on appelle le gestionnaire fantôme. Et là, évidemment, ça crée du désengagement. Le patron n'est jamais là, on ne sait pas trop ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, ça ne s'intéresse pas à nous. Si de notre côté, beaucoup d'attentes et peu d'empathie, ben là, c'est ce qu'on appelle le gestionnaire policier. Donc là, c'est plus la rébellion. Les gens vont trouver des façons, des stratégies d'éviter ou de déjouer les attentes, puis tout ça. Puis c'est pour ça, évidemment, qu'on veut. À l'inverse, on peut avoir quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'attentes et beaucoup d'empathie. Ça, c'est le gestionnaire ami et qui va trouver des moyens d'aller chercher d'être un peu gentil avec un, gentil avec l'autre. Et là, ça crée de la confusion auprès des gens. Et des fois, les gens ont l'impression d'être manipulés parce qu'on ne sait pas trop pourquoi un a un privilège, l'autre le pas. Puis, alors, les attentes ne sont pas claires, mais de l'empathie, il y en a beaucoup. Et finalement, ce qu'on veut, c'est avoir l'espèce de mix des deux. Donc, j'ai le droit d'avoir des attentes, mais évidemment, je vais faire preuve d'empathie selon les situations, selon les circonstances. C'est là où on devient un peu le rôle du mentor et là, évidemment, on va développer la loyauté. Tu sais, c'est sûr que dans une équipe, si j'ai à gérer des gens qui ont des niveaux d'expertise différents, bien, mes attentes vont être grandes, mon niveau d'empathie va être différent. Même chose s'il arrive des situations qui sont plus urgentes ou des projets à plus long terme, les attentes vont être différentes et mon niveau d'empathie également. Maurice Zundel, c'est un philosophe, un prêtre, il a dit, le travail doit produire des personnes avant de produire des choses. Le travail doit produire des personnes avant de produire des choses. Donc, on a notre employé héros, finalement, qui arrive dans une organisation. C'est un peu comme si il commençait son aventure professionnelle. Donc, on a la situation initiale de l'employé, votre situation initiale, vous comme gestionnaire, comme organisation. Et une fois qu'on a appris à se connaître, à se découvrir, à connaître un peu les valeurs, puis les missions qu'on partage ensemble, là, on va proposer un projet, une aventure professionnelle. On va orienter les comportements des gens selon les valeurs qu'on a en commun. Et après ça, on va aller dans l'action où là, les gens vont être appelés à vivre différentes expériences, des petites réussites, des petits échecs qui vont les faire grandir et nous, on les accompagne là-dedans pour les aider et les encourager, on va leur offrir de l'appréciation, qui est le quatrième pilier finalement de l'engagement, qui est de reconnaître quand les gens font des bonnes actions et tout en s'assurant qu'on respecte les préférences des gens, de ne pas offrir de la reconnaissance officielle à quelqu'un qui pourrait être gêné de ça ou de ne pas créer de la jalousie en donnant de la reconnaissance en spécifiant pas exactement sur quoi est basée votre reconnaissance. Et tout ça, évidemment, dans le but d'arriver au cinquième pilier, qui est celui de l'aspiration. Donc, on veut que les gens actualisent leur plein potentiel, qu'ils deviennent la meilleure version d'elles-mêmes. Et c'est là que le rôle du compagnon, du mentor, notre super-héros, peut être important. Alors, un autre grand sage a dit, ce n'est pas ce que l'on fait ou ce que l'on sait qui compte, mais plutôt ce qu'on devient lorsqu'on fait ce qu'on sait. Donc, ce n'est pas juste ce qu'on fait ou ce qu'on sait qui compte, mais plutôt ce qu'on devient lorsqu'on fait ce qu'on sait. Alors moi, je vous invite à réfléchir aux différents concepts qu'on a explorés ensemble et de se dire, ce serait quoi mon prochain petit pas, le prochain petit geste que vous pourriez essayer de faire pour aller chercher un peu plus d'engagement auprès des gens. Donc, on a parlé de, par exemple, connaître les attentes des membres de l'équipe, de mettre en commun les attentes, les valeurs qu'on a en commun, d'identifier des comportements spécifiques qui sont liés aux valeurs,
d'offrir des coups de 2 par 4, donc identifier 2 comportements qu'on veut renforcer auprès de 4 personnes ciblées, puis on change les comportements à fréquence régulière. Ça peut être de faire du parrainage, de demander aux gens de se faire de la reconnaissance 2 par 2. Ça peut être d'avoir des rencontres régulières avec des employés qu'on a ciblés à chaque semaine. Ça peut être d'identifier un mentor ou d'encourager les gens à s'identifier un mentor dans leurs équipes pour les aider à grandir. Bref, plusieurs petites choses. Et puis moi, je vous invite vraiment à poser un premier petit geste, quelque chose que vous allez pouvoir rapidement mettre en application pendant que c'est chaud. Puis après ça, de voir comment là-dessus on peut bâtir pour arriver à d'autres choses, un objectif qui est encore plus grand à la fin. Donc, j'avais dit qu'on se garderait un peu de temps à la fin pour les questions. Donc, je vous invite soit à activer votre micro ou à écrire dans la boîte de conversation. Si jamais vous voulez poursuivre la réflexion, évidemment, les livres sont disponibles. Donc, ce que je partage aujourd'hui, c'est tiré de l'employé roi. Si vous faites la lecture du code QR, vous allez sur mon site web stéphanesimard.com, vous allez avoir les informations pour vous le procurer et il y a d'autres ressources aussi qui sont disponibles avec le code qui est affiché à l'écran. Donc, il nous reste 2 minutes environ pour les questions. Si jamais vous n'avez pas de questions, on va terminer à l'heure prévue pour 12h30 avec une dernière petite conclusion, mais sinon, il nous reste 2 minutes pour les questions. Bien, ça me fait plaisir, Marie-Josée. Je suis content que ça t'ait plu. Merci, Chantal. Merci, Unknown User. Véronique, merci de ce webinaire court, mais toujours intéressant. Ça fait plaisir. Il faudrait trouver une façon de rajouter les noms à Unknown User, hein? Ce serait plus sympathique. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais conclure. Tu sais, ce qu'il faut garder en tête finalement, c'est que les gens recherchent 2 choses principalement au travail, faire une différence pour soi, faire une différence pour les autres. Donc, s'ils se sentent accompagnés durant leur quête professionnelle, de la situation jusqu'à l'aspiration, si on enlève ce qui empêche les gens d'atteindre finalement leur idéal personnel ou professionnel, ben, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire cheminer nos employés rois et qu'on va s'assurer que tout le monde va être bien engagé. Alors, je vous remercie tout le monde et puis au plaisir de pouvoir se recroiser bientôt. Bonne journée.